la paroi 1. Mais c'est vrai qu'on a tous tendance à dire, bah, pourquoi pas, on va faire une petite hernie inguinale et puis après on va monter des grosses éventrations. Mais en fait, en creusant un petit peu sur le titre, moi je me suis dit, qu'est-ce que ça m'a apporté la chirurgie robotique? Bah, c'est juste que moi ça m'a fait plutôt revenir du compliqué au simple, quoi. Et je vais vous expliquer pourquoi en repartant de choses, des bases en fait. Et les bases, c'est celle-là, en chirurgie pariétale. Donc moi je suis un mauvais élève, je me suis intéressé à la paroi avec le robot. Et quand vous vous intéressez à la paroi et que vous lisez un petit peu ce qui est recommandé, ça n'a pas changé depuis 50 ans en fait. Ça a évolué un petit peu, ça a évolué avec le caractère mini-invasif. Mais en fait, les principes de base, les fondamentaux, c'est la fermeture des collets, placer un filet de renfort en extra-péritonéal, c'est recommandé, et si possible par voie mini-invasive. Ces trois principes fondamentaux, c'est les piliers en fait de la garantie de la réussite d'une chirurgie pariétale de qualité. Mais c'est pas très facile en fait de tous les respecter. Et en fait, essayer de cocher toutes ces cases, ça revient à essayer de résoudre une équation quasi impossible en fait, si vous y réfléchissez bien. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à faire la chirurgie pariétale en chirurgie open. Et vous voyez, quand vous faites la chirurgie ouverte, on arrive à respecter ces principes, en tout cas les deux premiers principes, les deux premiers piliers qui sont celui de fermer les collets et de placer une mèche en extra-péritonéal. Évidemment, c'est la chirurgie ouverte, donc ne se pose pas la question, le sujet du mini-invasif est mis de côté. Les années 90, Philippe Mouet, la Célio qui se développe d'abord avec la vésicule, puis après avec le côlon, puis après avec tout en fait, a permis de diffuser très largement la voie d'abord mini-invasive. Sauf que la voie mini-invasive, elle nous a amené à l'utiliser, et pour pouvoir réaliser tout ce qu'on faisait, on a effectué quelques compromis. Et en fait, en étant très honnête, quand vous faites la chirurgie pariétale en célioscopie, vous arrangez un petit peu. En fait, on va faire du mini-invasif, c'est qu'on va prioriser la voie d'abord mini-invasive pour réaliser une chirurgie. En mettant de côté un petit peu la fermeture des collets, parce que c'est quand même pénible d'aller suturer au plafond. C'est pas évident techniquement. Vous avez des instruments rigides, avec des axes fixes, et franchement, travailler tangentiellement sur des gros défects, c'est pas évident. Et le petit défect, vous allez le fermer, vous allez mettre un mauvais point qui va tenir ou pas, vous savez pas trop. L'extrapéritonisation, il y a un vrai sujet là-dessus. Pour moi, en tout cas en chirurgie pariétale, la diffusion de l'implantation intrapéritonéale a été largement appuyée par la célioscopie. C'est-à-dire que c'était quand même beaucoup plus simple de coller une rustine au plafond que d'aller creuser dans un plan extrapéritonéal, que ce soit rétromusculaire ou prépéritonéal, pour aller implanter un filet. Donc, il y a un côté, même si ça s'est diffusé et que tout le monde l'a fait, il y a un petit côté dérangeant quand même, et notamment pour nos amis les chirurgiens pariétalistes qui sont restés fermement accrochés au fait qu'il fallait extrapéritoniser les filets, ils se disent non mais c'est n'importe quoi en fait ce qui se passe. Sauf que plus personne sait faire des... Enfin en tout cas nous on n'a pas eu cette culture, moi on m'a pas appris personnellement à placer des filets en extrapéritonéal. La chirurgie de paroi quand même, historiquement, qui a une grande histoire en France, elle a été abandonnée pendant un long moment quand même. Et on laisse fermer les internes, enfin l'intervention, c'est pas le problème quoi. Ils se débrouillent, éventration, en fin de programme, après les hépatectomies, après les pancréatectomies. Donc globalement, je trouve que la célioscopie a permis en fait on a voulu simplifier le geste, simplifier, accélérer. Et enfin en tout cas, c'est mon avis. C'est là où l'approche robotique, elle trouve tout son intérêt. Parce que justement, on peut revenir aux principes fondamentaux. C'est-à-dire qu'on peut fermer les collets facilement, techniquement. On peut placer une mèche en extrapéritonéal facilement. Et on applique une voie d'abord mini-invasive. Donc là, je vais vous montrer un cas, parce que quand vous imaginez ces différentes voies d'abord, en fait, moi j'avais l'impression de pouvoir faire beaucoup de choses en célioscopie. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai rencontré des problèmes liés essentiellement à l'implantation intrapéritonéale. Je ne mets plus jamais d'implant intrapéritonéal. C'est vraiment exceptionnel. Je réserve qu'au cas quand je ne peux pas faire autrement, sinon c'est que l'extrapéritonéal. Donc j'ai essayé en fait de trouver les bons cas, et on en discutait, enfin je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, si c'est Guillaume ou Jérémy, je ne sais plus, en disant qu'on essaye de trouver les cas complexes. C'est pas facile, mais l'idée c'était justement d'aller
trouver le maximum de bénéfices et de transformer une chirurgie classiquement faite en une chirurgie ouverte en mini-invasif. Là, c'est vrai que c'est assez rassurant de se dire, bah, c'est génial, on peut lui proposer mini-invasif. Donc là, c'est une patiente qui a une éventration multifocale, péristomiale et une éventration médiane. Donc classiquement, j'aurais opéré en ouvert parce qu'en celluloscopie, c'est mortel quand même. Hein. Vous le faites une fois pour filmer, montrer un congrès, et puis en fait, vous ne la faites plus jamais. Donc là, en fait, c'est à l'époque, hein, donc j'ai fait une voie transabdominale. On va discuter de la façon comment on fait pour placer des mèches, si on rentre directement dans le ventre ou quoi. Mais là, j'ai fait une adhésiolyse, partie d'adhésiolyse, donc libération complète au robot. Je vous ai accéléré quand même, je vous épargne les durées opératoires parce que c'est chronophage. Et ensuite, je suis allé créer un espace d'implantation rétromusculaire, puis prépéritonéal. En fait, c'est un TAR, hein, c'est la libération des composantes musculaires latérales pour pouvoir créer un très large espace, libérer en fait la sangle abdominale, pour pouvoir refermer les collets, créer un site d'implantation très large dans lequel je vais aller glisser ma prothèse. Donc là, sur la vidéo, je suis sur une phase, donc c'est la dissection latérale, c'est là où on va rebasculer en arrière des muscles, puis on va passer en prépéritonéal pour préserver le muscle transverse, conserver les gaines vasculo-nerveuses. J'accélère un peu. Et pour qu'il y ait une double installation, c'est-à-dire qu'on doit faire d'un côté puis de l'autre. Très large dissection, mais à aucun moment, en fait, mis à part le fait que c'est hyper long, à aucun moment je suis embêté et surtout je ne fais aucun compromis sur le geste idéal que j'imagine pour cette patiente en chirurgie pariétale. Vous voyez le plan péritonéal en bas, le plan rétromusculaire, la ligne blanche. Les instruments, il n'y a pas besoin de grand chose, hein, c'est une pince fenêtrée, un porte-aiguille, des ciseaux. On ferme le flap postérieur, c'est-à-dire une fermeture complète qui va extra-péritoniser le site d'implantation de la prothèse. On ferme le collet médian, on va resserrer le collet péristomial. Tous ces gestes-là, en fait, avec la chirurgie robotique, deviennent simples, quoi. Faire la même chose en celluloscopie, je ne dis pas que c'est impossible, hein, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi, mais moi, d'entre mes mains, je considère que c'est pas possible. Je vais passer trop de temps. Encore une fois, je le ferai une fois, je ne le referai plus jamais. Donc, il y a bien un bénéfice évident pour certains chirurgiens limités techniquement en celluloscopie comme moi. Vous voyez que la prothèse que je largue quand même, elle est assez importante. Hein. Elle va couvrir absolument tout l'espace de dissection. Donc après cette technique de poly ou latéraliser en fait la stomie pour créer une chicane et voilà, vous dégonflez. Et après avoir fait votre première procédure qui a duré 6 heures, vous avez transpiré, vous dites c'est long quand même, mais que la patiente elle est debout le jour même et que le lendemain en fait elle prend ses valises, elle rentre chez elle, vous dites quand même ça vaut peut-être le coup de passer un peu de temps hein, pour faire ça. Donc ça, pour moi c'était l'évidence que le bénéfice de l'apport robotique, il permettait de réduire ma durée d'hospitalisation, la tolérance, les douleurs, c'était assez incroyable. Ce qui est... Alors, la littérature, vous pouvez trouver absolument tout ce que vous voulez, mais les avantages qui ont été globalement mis en avant et reconnus, c'est que, parce qu'on respecte les principes fondamentaux de la chirurgie pariétale, dans l'ordre que je vous ai énuméré, en fait on arrive à avoir de meilleurs résultats. D'accord? Pareil qu'en chirurgie ouverte, mais mieux qu'en celluloscopie. En fait en celluloscopie, on fait beaucoup de compromis, on a des résultats qui ne sont pas si bons que ça. L'extra-péritonisation, c'est la diminution de la morbidité. L'avantage peut-être du robot par rapport à l'open, et là je vous parle juste en réfléchissant, c'est que vous allez quand même ne pas exposer l'élément prothétique par rapport à votre incision. Donc on peut imaginer comme une diminution du risque de complications sur le site opératoire. Et le caractère mini-invasif, il y a une norme de gaffe qui est quand même vachement moins importante qu'en celluloscopie, quand vous voulez faire ce que je viens de vous montrer. Amélioration de la qualité de vie, parce que les patients reprennent leur boulot plus rapidement, et ils font moins de récidives, sont moins hospitalisés. Donc en fait, moi, dans mon déroulé, dans ma pratique, donc ça fait maintenant 6 ans que je fais de la chirurgie pariétale, je me suis intéressé parce que j'ai vu les chiffres exploser aux États-Unis, je ne comprenais pas cet engouement en pensant maîtriser totalement des techniques de celluloscopie standard, que ce soit l'IPOM+, en fermant les collets, mais en larguant quand même des prothèses toujours dans le ventre. Et en voyant les chiffres de l'activité exploser, puis commencer à émerger en Europe, notamment en Belgique avec Museums, je me suis dit il faut que j'aille voir, juste pour comprendre. Et quand j'ai vu et que j'ai commencé à faire, je me suis dit en fait, ça m'a fait un petit peu peur en disant
je me suis peut-être trompé longtemps en fait. Donc on va revenir aux bases. Donc j'ai travaillé les bases, la chirurgie pariétale, et puis j'ai commencé à les appliquer. Et donc je suis passé des éventrations complexes, qui me semble être la meilleure indication pour pouvoir profiter de tous les bénéfices de la chirurgie robotique, à toutes les éventrations, puisque du coup j'ai arrêté de mettre la prothèse intrapéritonéale. Et c'était beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus rapide. Et puis après, une fois que j'ai fait toutes les éventrations, j'ai commencé à faire toutes les éventrations comme ça, bah finalement je me suis mis à faire les hernies de la même manière. Ça n'a pas de sens de coller une prothèse intrapéritonéale pour une éventration, extrapéritonéale pour une éventration, et puis continuer à mettre des prothèses intrapéritonéales pour des hernies. Donc finalement, j'ai commencé à décliner. Je suis parti du plus compliqué vers le plus simple. Et aujourd'hui même, vous allez me jeter des tomates, hein, je fais des hernies inguinales en chirurgie robotique. Pourquoi? Parce que de la même manière, je me suis intéressé sur le sujet et je vais vous expliquer qui j'ai rencontré et comment j'en suis venu à ça. C'est très récent tout ça. Hein. Mais en fait, c'est dans la même démarche. C'est d'arriver à se remettre en question et de se demander si ce qu'on fait, en fait, si ce qu'on fait parce qu'on sait le faire ou si on le fait parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc là, je vous ai mis une autre vidéo pour vous montrer une vidéo un peu plus simple parce qu'on m'a dit c'est bien comme une vidéo compliquée, enfin qu'on considère compliquée, une vidéo plus simple. Donc aujourd'hui, ça c'est typiquement un patient qui vient voir avec une hernie médiane, qui est en surpoids et qui a un diastasis. Qui prédispose au développement de hernie médiane, une fragilité. Bah, ces patients-là, en fait, je ne sais pas comment vous les opérez, mais aujourd'hui, donc lui, il n'a pas de demande esthétique sur son diastasis, mais vous savez qu'il a une prédisposition à développer des hernies, parce qu'il est élongation en fait, de la ligne médiane, et que donc il a plusieurs zones de fragilité qui dépassent très largement la zone de la hernie. Et donc si vous traitez simplement la hernie, vous collez un filet, un intrapé, où vous voulez, il va de toute façon être exposé à développer d'autres hernies sur la ligne blanche. Donc aujourd'hui, en fait, ces patients-là, ce patient-là, quand je le vois, je vais lui traiter sa hernie, je vais extrapéritoniser la prothèse, je vais fermer tous les collets, mais je vais également renforcer en fait son élongation de la ligne blanche en appliquant un filet prothétique, synthétique, permanent, tout le long de son diastasis, de la xiphoïde en sous-ombilical, pour la prévention du risque de récidive itérative. Si c'est une petite nana qui me demande un petit peu de resserrer son diastasis et tout, on peut faire parfaitement une piqûre postérieure qui aura un effet modéré sur la silhouette, mais qui aura quand même un effet. Donc une fois que j'ai créé mon espace pré-péritonéal, parce qu'on est dans une hernie, il n'y a pas de dysfonction de la sangle abdominale, il y a une élongation de la ligne blanche, mais mes gaines sont solides, j'ai pas envie de les ouvrir. J'en ai longtemps ouvert pour mettre des hypothèses en rétromusculaire, parce que c'est plus simple de faire de l'extra-péritonéal en rétromusculaire, mais aujourd'hui, ça me pose un problème, moi, de démonter une gaine simplement pour une hernie primaire, qui est simplement un allongement en fait, des fibres du tendon ou du muscle grand bras. Donc je les mets en pré-péritonéal. C'est un peu délicat, le péritonéal est un peu plus fin. Alors, chez les patients un peu en bon point, il y a un peu plus de graisse, c'est plus cool. Mais en chirurgie robotique, on est cool, quoi. On est bien. Et on y arrive très bien, il suffit juste de prendre le temps. Alors ça, c'est aussi un sujet, quoi. Le temps. Le temps. Une chirurgie robotique, ça prend plus de temps au début d'expérience qu'en chirurgie cystoscopique. Mais il faut savoir ce que vous mettez en priorité, quoi. Si c'est faire de mini-invasif, d'aller vite, bah ouais, en fait, faites pas de remous. Allez à la CIO, vous allez faire vite. Vous ferez mal, puis vous réopérez les patients, puis en fait, ça fait tourner la boutique, quoi. L'évidence base médecine, bon, moi je suis pas un universitaire comme mes collègues ou comme certains d'entre vous ici, pas aussi en tout cas investi dans l'universitaire, mais je m'y intéresse un petit peu. Et je ne vais pas vous vendre du rêve, vous pouvez tout trouver en fait dans la littérature. Tout trouver. Sur la chirurgie robotique, sur la CBO, sur tout ce que vous voulez. Mais globalement, ce qui ressort quand vous prenez la plupart des études, c'est que le taux de récurrence c'est le même. Le taux de récurrence est le même, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous appliquez bien les piliers, le seul truc qui va changer en fait, c'est l'outil que vous allez utiliser, d'accord? C'est juste que, très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cystoscopistes qui s'amusent à fermer et à faire des gestes aussi complets en respectant tous les piliers dont je vous ai parlé. Mais si vous faites la même chose, vous allez avoir le même résultat. Moi, ça ne me semble pas illogique et c'est pas grave. C'est très bien, c'est juste qu'il y en a qui vont le faire plus rapidement, mieux, et d'autres qui le feront pas bien. En termes de durée d'hospitalisation, on y gagne, bah, c'est versus l'open en fait. Et puis les prothèses intrapéritonéales, quand vous les fixez, bah, ça fait mal en fait. Les patients ils restent à l'hôpital. Donc en termes de douleur post-opératoire, durée d'hospitalisation, on a un bénéfice. Ça coûte plus cher, c'est plus long. Je vous apprends rien, le robot il est plus cher que la cystoscopie, qui est plus cher que la laparotomie. D'accord? La durée opératoire, elle peut être plus longue parce que vous faites un geste. C'est pas le même geste que vous faites. Quand vous collez une rustine au plafond, ça prend 15 minutes.
champion du monde, vous l'aurez opéré, ou moi je l'aurai opéré, parce qu'il viendra me voir, il va falloir lui faire un autre geste, et ça va être un peu plus long. Mais vous faites un meilleur geste, vous l'opérez qu'une fois. Ou du moins, il récidivera moins. Dans les hernies inguinales, alors ça c'est incroyable, c'est un truc auquel je ne pensais pas un jour me retrouver devant un amphi plein comme ça et parler de la hernie inguinale robot sans me faire insulter. J'y croyais pas, alors que même, j'y croyais même pas à la chirurgie robotique pariétale, sauf que quand j'ai palpé le truc, quand j'ai vu et que j'ai compris que finalement ce que je faisais depuis 10 ans dans ma pratique, c'était un peu de la rentabilité, de la va-vite, et que je cautionnais en fait les compromis dont je vous ai parlé. Et ben, j'ai vu les résultats de l'hernie inguinale et j'ai commencé à essayer de creuser le sujet, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui se mettent à faire de l'hernie inguinale robot. Et pas simplement en me disant, c'est parce qu'ils sont bidons en cellulose, ils savent pas faire une TEP, ils savent pas faire une TAP, puis c'est tout. Par les publications, quand vous les retournez, et les publications même récentes, elles montrent non seulement les avantages du mini-invasif et donc du robot comme on a vu, mais également qu'il y a moins de récurrence. Alors vous allez tous réfléchir en disant, moi j'en ai pas les récurrences, j'en ai très peu. Bah ça existe la récurrence, vous en avez tous, j'en ai aussi, mais il y en a moins en chirurgie robotique. Alors, pour pouvoir, je vous livre ces éléments-là, je vous livre mon expérience perso, c'est qu'au mois de mai 2025, j'ai eu la chance de rencontrer David Lourier. Alors je ne sais pas si certaines personnes le connaissent dans la salle, les chirurgiens paritaires ici le connaissent. Mais moi, j'en ai jamais entendu parler. C'est un monsieur qui a opéré un peu de tout en chirurgie générale, et puis il a fait du robot, puis il a fait de tout du robot, et après il s'est focalisé sur la paroi, et il s'est focalisé sur la paroi, faire des démonstrations, des machins, et il a terminé le mec à faire plus que de la hernie inguinale, robotique. Particulier comme chemin. Donc ça m'intéressait de le rencontrer. Je vous invite à consulter sa chaîne YouTube, et simplement voir ses descriptions de l'anatomie de la région inguinale. Mois de mai 2025, moi c'est la plus grosse claque que je me suis pris, je pense, si un petit peu avec Olivier Samar et la DPC quand même. Mais après, c'était technique, c'était challenging. Là on parle d'un truc qu'on a l'impression de maîtriser parfaitement. Et en voyant cette personne, en échangeant, lorsqu'elle m'a fait son topo, qu'elle m'a montré en fait ce qu'il voyait, ce qu'il maîtrisait en pratiquant cette chirurgie, et le geste qu'il réalisait, j'ai eu l'impression de repartir à zéro, d'être nul. Mais nul, genre même 10 ans de pratique, avoir fait des trucs qui n'étaient pas bien. Mais c'est ce sentiment que j'ai ressenti au plus profond de moi, heureusement j'ai pu le partager avec mes associés et mes collègues qui sont venus ce jour-là pour voir et qui se sont pris la même claque que moi. Plus tous ceux qui ont rencontré David, en fait, pendant sa petite tournée en France. On a eu tous le même sentiment, en fait, de maîtriser un geste, de ne pas se mettre en question, en fait, sur un geste qui nous semble simple. La cure d'hernie inguinale, on en fait des wagons, quoi. Ça doit être rapide. On fait une TEP, dans certains cas, moi j'étais passé de la TEP à la TAP, quand je voyais les limites, le plafond de verre de la TEP. Mais là, en fait, j'ai du mal à me dire qu'il ne faut pas le faire en chirurgie robotique. Et en fait, c'est juste arriver à avoir l'honnêteté de se dire, est-ce que ce que je fais, je le maîtrise parfaitement? Est-ce que je comprends tout? Est-ce que je sais faire? Est-ce que c'est simplement je le fais parce que je maîtrise un geste? Est-ce que c'est mieux pour le patient ou alors c'est mieux pour moi, quoi? Parce que tu as envie de rentrer à la maison, tu as envie d'être peinard, en plus de toute façon ils ont pas mal, ils ont bien, il y a 3 petits trous, que ce soit en robot ou en cellio. Moi, la comparaison que j'ai vécue comme ça, c'est le jour où je jouais au tennis, j'avais un coup droit, j'ai l'impression que j'étais pas mauvais parce que j'avais marqué des points, j'arrivais à taper fort, à lifter, à placer où je voulais ma balle, et je suis allé voir un prof de tennis juste pour apprendre à faire des revers parce que j'étais vraiment bidon. Et le mec, il m'a dit, ouais, t'es bidon en revers, vas-y, hop, revers de main, il m'a pris le revers, il m'a dit, franchement, t'as un bon revers. C'était laborieux, mais il m'a dit, t'as un bon revers, ton coup droit, c'est catastrophique. J'ai jamais réussi à faire un coup droit correct, en fait. J'ai jamais réussi, parce que j'ai jamais réussi à désapprendre ce que j'avais appris. Bah, c'est un petit peu ça ce qui m'est arrivé avec l'hernie inguinale. Je suis encore en phase de désapprentissage pour apprendre. Moi, je ne vais pas vous dire il faut faire toutes les hernies inguinales, toutes les hernies, toutes les éventrations en chirurgie robotique. Je dis juste qu'en fait, chacun a une expérience, une maîtrise de la pratique, que ce soit de l'ouvert, de la cellio, du robot. Et ça, elle vous est propre. Après, il y a la disponibilité de l'outil, et puis la discussion avec votre direction également, pour pouvoir faire des cas plus ou moins simples en cellio, en robot et en open. Donc en fait, chacun va choisir la meilleure voie d'abord, mais en fait, si vous n'avez pas la chirurgie robotique,
En fait, c'est juste que vous avez une arme en moins pour répondre à certains patients. C'est tout. Moi, c'est juste que je peux étendre ma panoplie et offrir les trois voies d'abord. Donc, je vais conclure là-dessus, moi, c'est que dans un monde idéal, et évidemment, on voudrait tous avoir plein de robots et avoir plein d'argent pour pouvoir les payer. J'ai mis une petite icône, c'est une petite étude française à laquelle j'ai participé qui montrait un avantage de la chirurgie robotique versus la CIO, la cure des hernies ventrales. Mais je conçois que ce soit compliqué de le vendre. Mais franchement, dans mon idéal, si on pouvait tous l'avoir, je suis sûr que si vous vous engagez là-dedans, que vous essayez, vous maîtrisez l'outil, mais ça va assez vite. Vous avez du mal à revenir là. Et quand j'ai demandé à ChatGPT, moi, de me créer une petite image pour me dire, il faut peut-être pas louper le train de la chirurgie robotique, parce qu'il y a certains chirurgiens qui sont encore résistants avec l'idée d'aller utiliser un gadget onéreux. Il m'a sorti ça, je trouvais que c'était pas mal. Voilà, je vous remercie.